Dans votre livre, vous insistez sur le caractère essentiellement laïque des révolutions arabes auxquelles nous assistons depuis un an. Est-ce que, au vu des succès des partis islamistes dans deux de ces pays au moins, à savoir l'Égypte et la Tunisie, est-ce que, en quelque sorte, la révolution n'est pas déjà trahie? Effectivement, dans mon livre, j'insiste sur le fait que les révolutions en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, aujourd'hui en Syrie, ne sont pas motivées par le sentiment religieux. Donc on ne peut pas, et c'était l'essentiel, faire de parallèle avec la révolution islamique en Iran en 1979. Et en revanche, on peut tracer un parallèle historique avec 1848 et le printemps des peuples, d'où d'ailleurs cette notion de printemps arabe qui a fait Florès, parce que, comme à ce moment-là en Europe, les révolutions sont menées par ceux qui ne veulent pas rester au pouvoir. Donc ils peuvent être effectivement laïcs, progressistes, de gauche ou musulmans convaincus, mais leur objectif n'est pas de s'installer à la place des maîtres qu'ils ont renversés. Donc c'est là qu'interviennent les partis islamistes qui sont organisés, qui ont une histoire, une légitimité, une tradition, et surtout une revanche à prendre contre des régimes qui les ont longtemps opprimés. Dans la plupart des cas, les partis islamistes ont joué un rôle mineur, marginal, voire, en Tunisie, nul dans la révolution. Mais ils étaient, si on peut dire, aux aguets. Et évidemment, ils se sont précipités dans cette brèche, et ils en ont, avec beaucoup de talent et de méthode, tiré le meilleur. Mais on peut considérer que ce que nous voyons aujourd'hui est un état de grâce, et on sait en France que les états de grâce sont fugaces. C'est pourquoi les islamistes vont essayer de transformer en structurel ce qui n'est aujourd'hui qu'un avantage conjoncturel. Et là, ils vont avoir affaire à forte partie parce que toute une tendance de la population ou des forces révolutionnaires s'opposera à ce détournement de ce pourquoi les gens se sont battus, de ce pourquoi ils sont morts en Égypte, comme en Tunisie ou en Libye. Est-ce que le rêve d'un État islamique comme tel ne s'est pas évanoui, dans la mesure où les partis islamistes, qui ont obtenu des résultats importants, sont maintenant obligés de négocier pied à pied avec les autres partis? C'est effectivement un point central, et là encore, la différence est majeure, on ne s'y nourrira jamais assez, avec la révolution islamique de Khomeini en 1979, qui immédiatement met en place une république islamique, d'ailleurs par voie de référendum. Aujourd'hui, aucun des partis qui a été couronné par les urnes en Tunisie, en Égypte ou au Maroc ne demande l'établissement d'un État islamique. Il parle d'un État civil, Daoula Madaniya, à référence islamique. Alors effectivement, le débat est ouvert. Est-ce que ça n'est pas une tactique pour obtenir plus dans une deuxième période? Pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est ce que vous soulignez. C'est que dans l'intervalle, ils sont obligés de transiger, de partager, de négocier. Et qu'effectivement, c'est une rupture avec toute une culture, souvent d'ailleurs renforcée dans la clandestinité, du consensus, du guide. Il faut voir que ces partis islamistes sont peut-être une composante aujourd'hui du mouvement démocratique, mais leur fonctionnement interne n'est de toute façon pas du tout démocratique. Ils ont un guide incontesté, ils ont une structure relativement opaque. Il est difficile de savoir comment se mettent en place les investitures, les programmes, et tout cela, à mon avis, ne peut pas tenir dans le nouveau contexte de la révolution arabe, car la population, l'opinion, les électeurs souhaitent savoir à qui ils ont affaire, souhaitent connaître comment se prennent telle ou telle décision. Il y a donc une exigence de transparence qui va amener ces partis
à mettre un certain nombre de points sur la table publiquement. Je suis convaincu que les tendances centrifuges seront très fortes parce que toute une série d'opinions cohabitent au sein de ces partis islamistes. Les tensions, les contradictions ne sont pas visibles à cause de la répression, mais aujourd'hui elles vont, à mon avis, éclater au grand jour. Et comme je l'indique dans mon livre, je crois, c'est une de mes 10 leçons, que les islamistes sont au pied du mur. Je ne dis pas que du jour au lendemain, ils se sont convertis aux valeurs démocratiques, je crois que pour beaucoup d'entre eux, on en est loin, mais ils sont dans un contexte tout à fait nouveau qui, au fond, les déstabilise beaucoup plus que la répression des dictatures, parce qu'ils doivent apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets, et que là-dessus, le programme islamiste, l'idéologie sur laquelle ils ont été construits, leur sont de fort peu d'utilité. Venons-en à la Syrie. Comment analysez-vous le rapport de force entre Assad et les insurgés? Est-ce qu'on va vers un écrasement total de la population, pour la faire taire en quelque sorte, ou est-ce qu'au fond, Assad n'est pas déjà en train de perdre la partie? Je suis persuadé que Bachar el-Assad et son régime sont condamnés. Ce à quoi nous assistons en ce moment en Syrie, c'est une révolution d'un courage et d'une discipline extraordinaire, mais surtout qui a une très grande conscience de son destin et qui agit avec beaucoup de maturité. Le rapport de force sur le plan strictement militaire est écrasant en faveur du pouvoir. Mais en même temps, ce rapport de force ne lui sert pas à grand-chose, sauf à massacrer son propre peuple. Et du coup, à aggraver les dissensions au sein même de ses forces armées, et peut-être à préparer demain son propre effondrement. Ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que environ la moitié du territoire syrien est sous le contrôle de la révolution, que donc ce régime a fait le choix de ne plus accéder à toute une partie de son espace. On voit aussi qu'il ne sait répondre que par la force abjecte ou par des manipulations qui ne trompent personne, comme le référendum du 26 février, qui permettrait en théorie à Bachar el-Assad de rester encore au pouvoir jusqu'en 2028. Donc on est effectivement face à une situation où il y aura, il faut le savoir, un vainqueur et un vaincu, et je ne vois pas comment ce vainqueur pourrait être un régime qui a épuisé au fond toutes les tentatives de détourner l'attention de l'horreur qu'il est en train d'infliger à sa population. On voit bien que Bachar el-Assad est dans une impasse dont ne pourrait éventuellement le sortir qu'une crise aussi catastrophique qu'une guerre entre Israël et l'Iran. On en est donc là, et je crois que cette politique du pire devrait faire, même à Moscou, même à Pékin, réfléchir sur le soutien encore accordé par la Russie, par la Chine et par d'autres à ce régime condamné, non seulement parce qu'il est condamné, mais parce qu'il est devenu aujourd'hui la plus grande menace pour la stabilité régionale. On sait à quel point la stabilité du Moyen-Orient est essentielle pour celle du monde, et donc pour cette stabilité, pour la sécurité du monde, il faudrait que Bachar el-Assad quitte le plus vite possible le pouvoir, et c'est pourquoi il est tout à fait légitime que ce soit les Nations Unies, son instance suprême, le Conseil de sécurité qui s'en saisissent, mais qui cette fois aille jusqu'au bout, et donc programme ce départ de Bachar el-Assad.